Bon, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux à suivre ce webinaire. Effectivement, CMT France a décidé de vous proposer régulièrement, hein, tous les 2 mois, des webinaires, bien sûr en lien avec les maladies de Charcot-Marie-Tooth, sur des sujets qui vous semblent intéressants, ou en tout cas qui posent problème dans votre quotidien. Et bien sûr, ces webinaires sont enregistrés. Et le premier sujet que nous allons aborder ce soir est celui de la douleur. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir le professeur Valéria Martinez, qui est médecin il y a toujours de l'écho. et médecin de la douleur à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Donc, merci encore, professeur, d'être à nos côtés ce soir. Vous allez donc nous présenter voilà, un petit peu un état des lieux, hein, de cette douleur, la douleur dans tous ses états. Il faut la comprendre, il faut la gérer et la vivre. Et bien sûr, l'objectif étant vraiment de vous proposer un format interactif, nous vous proposons une session de questions-réponses. Puis nous donnerons la parole également à Léna, qui va vous présenter une enquête sur le sujet, avant de reprendre des questions-réponses. Vos questions plus exactement. Pour les questions, c'est très simple. À l'issue de la présentation, vous pouvez soit lever la main, soit et poser la question oralement, soit poser la question dans le chat. Petite précision avant de donner la parole au professeur Martinez. Bien sûr, on n'est pas là, hein, pour organiser ni pour proposer des consultations individuelles. Donc, ce sont des propositions assez généraux, mais on espère en tout cas apporter un maximum de réponses à vos questions. C'est bon. Je vous laisse peut-être, professeur Martinez, démarrer votre présentation, si tous les micros sont coupés. Eh bien, c'est parfait. Écoutez, bonjour à tous. Alors, je crois qu'il y a quelqu'un qui n'a pas éteint son micro. C'est moi. Voilà, parfait. Je ne sais pas qui vous êtes. Moi, je suis très honorée d'être là ce soir avec vous parce que vous êtes très, très nombreux. Et donc, c'est avec plaisir, hein, que je vais vous parler un petit peu de la douleur. Bien sûr, c'est mon sujet. Je suis professeure d'anesthésie, mais quand on est spécialiste, et puis on a une compétence en plus qui est la douleur. Et je suis responsable de la structure douleur à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. On est à 103 sur le webinaire. 103, voyons. C'est pas. Donc, on va enchaîner. Moi, je vais faire quelques présentations générales sur la douleur. Alors, moi, je suis spécialiste de la douleur. Je ne suis pas spécialiste du CMT, bien que j'en vois beaucoup à l'hôpital Raymond Poincaré de Garches. Et donc, l'idée, c'est de vous donner des outils pour comprendre ce qu'est la douleur, comment un médecin réfléchit et comment il va voir les patients douloureux. Peut-être si on peut revenir un peu sur la définition de la douleur, c'est toujours intéressant. C'est l'Association internationale de la douleur qui a défini la douleur de la façon suivante, et on va s'arrêter sur les mots. La douleur est une expérience, et cette expérience, elle n'est pas qu'une sensation, c'est une expérience sensorielle, mais également une émotionnelle, désagréable. Donc la première chose, c'est que ce n'est pas seulement une sensation qu'on ressent, mais également une émotion. Elle est associée, ou elle ressemble à celle associée à une lésion tissulaire ou potentielle. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut comprendre que derrière toute douleur, il n'y a pas une lésion tissulaire, il n'y a pas une blessure. On peut avoir de la douleur sans liaison, parfois parce qu'on n'arrive pas à la trouver, mais parfois parce qu'elle n'existe pas, et c'est le système de la douleur qui dysfonctionne et va entendre de la douleur. Donc ça, c'est un message important. Et cette définition fait que il est important qu'on distingue, la première chose qu'on fait quand on est médecin, c'est qu'on distingue deux grands types de douleurs. Et vous pouvez deviner lesquels je vais parler, là, en regardant la diapositive. D'un côté, c'est la douleur aiguë, celle qu'on a tous déjà eue et qu'on a tous les jours au quotidien. On fait une entorse de cheville, on a une appendicite. Donc, c'est là, il y a une lésion, quelque chose qui ne va pas. Et la douleur, c'est un signal d'alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas et il va nous orienter. Il va orienter le médecin pour essayer de trouver. Donc, ça devient un symptôme. On a mal au cœur comme si on avait, ça serre, donc on va s'orienter vers un infarctus. On a une douleur à l'abdomen, ça peut nous orienter vers une appendicite. Donc, signal, une alerte. Par contre, de façon opposée, ce qu'on appelle une douleur chronique, c'est tout à fait autre chose. C'est plus une alerte, c'est une douleur qui va durer. La définition exacte, c'est une douleur qui est là depuis plus de 3 mois, mais en général, les patients, ils ont là des douleurs pendant des mois, des années.
Et donc, c'est une douleur qui ne sert plus à rien. L'alarme, elle est plus efficace parce qu'elle va continuer donc cette alarme, mais on sait pourquoi on a mal parfois, ou c'est une douleur qu'on n'a pas trouvée, mais qui ne sert plus pour détecter la douleur. Et donc, on passe sur, ce n'est plus un symptôme, c'est une vraie maladie. Alors, si je reprends un petit peu là, je change. Donc, la douleur aiguë, on a dit qu'elle est utile parce qu'elle nous permet de nous protéger, d'orienter la douleur. L'autre, la douleur chronique, elle est inutile, elle est non protectrice et surtout, elle Oui, nous détruit. bonsoir. Désolée de vous interrompre, mais on ne voit pas le diaporama. Ah bon? Non. Moi, je le vois. Ah, je suis désolée. Tout le monde personne ne le voit? Si, on le voit bien. Si, je Si, le on le vois. voit Je le vois. parfaitement. Moi, je ne le vois pas. Si, on le voit. Si, on le voit très bien aussi. Il y a Il faut peut-être un changer- il faut problème changer de... la vue. Il y a juste besoin de changer la vue sur Teams. Donc, je reprends sur cette durée douleur aiguë et douleur chronique. Ouais. Donc, d'un côté, la douleur aiguë, Oui, le parleur le sent là. l'idée, c'est de faire un traitement qui va être thérapeutique, qui va la faire passer ou qui va enlever la lésion, d'accord? Et dans la douleur chronique, on est sur plutôt un autre champ, c'est plutôt de la soulager pour mieux vivre avec. Et elle va, parfois, on ne peut pas la faire disparaître totalement. Mais on peut avoir tout à fait de la douleur chronique qui vient avec de la douleur aiguë. Et ça, c'est aussi ce qui peut arriver au quotidien. Excusez-moi, on ne voit que la diapositive du début, on ne voit pas les autres, hein. Il n'y a rien qui défile. Alors là, est-ce que vous Si, voyez elle défile. Non, Si, c'est elle pas. défile. Moi, je le vois. Si, Je le vois, moi. Bah, nous, on ne la voit pas. Ouais. Alors, est-ce que vous êtes bien? Vous avez un Wi-Fi assez costaud? Parce que qui Oui, voit c'est parce qu'en fait, il faut appuyer effectivement sur un bouton. C'était quoi ce bouton? C'est arrivé à la première synchroniser. Il faut appuyer sur le bouton synchroniser. C'est fait. Valéria, est-ce que vous voulez réessayer de changer de diapo pour qu'on vérifie qu'on est bon? Voilà, j'ai changé. Là, c'est bon. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Parfait. Désolée pour le contretemps. Merci à vous. Merci. Merci. C'est pas grave. Et donc, je disais que cette chronicité, pourquoi on parle plutôt de maladie et plus de symptômes douloureux, c'est que autour de cette douleur qui va arriver, il va y avoir plein d'autres choses qui vont se surajouter. Ça peut être des réactions musculaires à la douleur, donc des contractures, donc d'autres douleurs. Ça peut être des troubles du sommeil, de la fatigue, des troubles de l'humeur. Et toutes ces petites couches qui vont se mettre en fait comme des petites couches d'oignons, eh ben, vont faire qu'en fait, l'ensemble de la douleur va être une vraie maladie avec une atteinte sur l'humeur, après nos relations familiales, nos relations de famille. Et donc, on parle vraiment de douleur maladie. Il faut savoir que c'est très récent qu'on parle de douleur maladie. Là, je vous en parle comme c'était quelque chose de... C'est depuis 2019 que c'est dans la classification internationale des maladies. Et c'est très important que maintenant, on arrive à la classifier comme ça, puisqu'on va pouvoir mieux l'étudier. C'est aussi également important pour vous, c'est qu'il faut savoir qu'en médecine, les étudiants, on est élevé avec la douleur aiguë. C'est-à-dire que la douleur, c'est un symptôme, il y a quelque chose. Et la douleur chronique est peu enseignée. Et voilà, et donc il y a un problème parce que les médecins, comme aussi les patients, ils pensent tout le temps qu'il y a quelque chose derrière la douleur, il y a tout le temps une lésion qu'il faut aller absolument trouver, aller chercher, alors que parfois, on a fait le tour, on sait qu'elle est là, mais maintenant, il faut l'apaiser et accompagner. Il n'y a pas tout le temps des lésions, des examens à faire. On pourra revenir sur ce point, l'idée c'est de... Maintenant, sur quelques chiffres qui vous viennent de l'association CMT, c'est que... Léna va revenir tout à l'heure sur les points importants, c'est que les douleurs chroniques sont importantes chez les patients qui sont atteints de CMT. 82% rapportent des douleurs chroniques. Elles ne sont pas toutes sévères, mais 70% reviennent tous les jours et qu'un patient sur 5 a un impact fonctionnel significatif. Et l'impact le plus fonctionnel qu'il y a, c'est sur la marche, puisque cette douleur atteint principalement, pour un patient sur 5, les pieds, essentiellement. Donc, on reviendra sur des chiffres un petit peu plus précis dans le CMT, mais si je vous fais un tableau global, on est sur ces chiffres-là. Alors, là, vous avez dit aigu chronique. Une autre façon aussi de classer les douleurs qu'on classe tout de suite quand on est médecin de la douleur, il y a 3 grands types de douleurs chroniques. Il y a les douleurs neuropathiques pour les nerfs, c'est-à-dire que ça touche les nerfs. C'est une lésion du système nerveux. Ça peut être central, ça veut dire le cerveau, la moelle, ou périphérique, le système nerveux, donc comme pour le CMT.
Ça donne des douleurs qui ont des caractéristiques, on reviendra tout à l'heure, très particulières. Les douleurs qu'on appelle inflammatoires ou nociceptives, c'est les douleurs dues à des lésions du tissu. Par exemple, le cartilage est abîmé, ça donne une inflammation, et ça, c'est ce qu'on appelle les douleurs inflammatoires ou nociceptives. Elles sont extrêmement fréquentes, et c'est par exemple l'arthrose. Les douleurs, un autre type de douleurs qu'on appelle les douleurs nociplastiques. Alors ça, il n'y a pas de lésion derrière. Mais c'est le système de la douleur qui dysfonctionne et donc on amplifie le message douloureux. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas toujours facile à comprendre et on met là le chef de file, c'est par exemple la fibromyalgie, mais il n'y a pas cette douleur nociplastique peut aussi arriver chez des gens qui ont des douleurs chroniques, neuropathiques ou inflammatoires et à force d'avoir ces douleurs, le système n'arrive plus trop à fonctionner et va faire que on va amplifier certains messages douloureux. Alors, dans le CMT, l'atteinte des nerfs fait que les douleurs neuropathiques sont fréquentes et il peut y avoir, par les déformations qu'elle peut entraîner au niveau des articulations, des pieds, des douleurs de sollicitation, des tendinites, des contractures musculaires, des crampes, etc. Donc, c'est les deux grands types de douleurs. Rapidement, si je vous fais une image de la physiologie des voies de la douleur, il faut savoir que quand il y a une lésion tissulaire en périphérie, c'est quelque chose de chimique. En fait, il va y avoir une inflammation et qui va stimuler le premier nerf qui va amener le message douloureux au niveau de la moelle. Donc, cette inflammation chimique va être transformée en message électrique et donc le nerf va faire comme un fil électrique et va ramener le message au niveau de la moelle. Et là, il va y avoir un deuxième nerf qui va prendre le relais. Et c'est pour ça qu'on appelle qu'il va y avoir des passages dans le deuxième nerf et qu'il va y avoir une modulation à ce moment-là. La transmission, c'est électrique. Et puis, elle va arriver au cerveau. Donc, il y a 3 nerfs pour que le message arrive au cerveau. Ce que je voulais aussi insister, et ça, c'est important, c'est que dans le cerveau, il n'y a pas un endroit qui s'occupe de la douleur, comme il y a un endroit qui s'occupe de la vue. On sait qu'il y a une aire, une zone dans le cerveau qui s'occupe de la vue et une aire auditive. Eh bien non, il n'y a pas un endroit qui s'occupe que de la douleur. Dans les années, il y a longtemps, les années 1900, on pensait que la douleur allait à un endroit, et depuis, l'IRM a montré que quand il y avait des gens qui avaient des douleurs, ça c'est des IRM qui ont été faites, il y avait plusieurs zones dans le cerveau qui s'allumaient, qui étaient actives. Et vous voyez, ce sont des zones qui sont extrêmement différentes. Il y en a qui sont devant, dans le cortex préfrontal. Donc, ce que je veux passer comme message, c'est que ce qui était curieux, ce n'était pas seulement des aires qui s'occupent de la sensation qui s'allume, mais c'est justement des aires qui sont plutôt données pour l'attention, pour les émotions, pour la mémoire. On va revenir sur ça. Donc, sur le cerveau, il n'y a pas une zone de la douleur, il y en a plusieurs. Et les chercheurs ont montré qu'il y avait 3 grandes zones. La rose, la verte et la rouge. D'accord ? Ça correspond à des zones très précises. Je ne vais pas venir sur les noms précis, mais elles ont un rôle différent chacune d'elles. Et c'est important que vous sachiez ça parce que quand on va mettre la main dans le feu, par exemple, on va avoir une sensation et c'est le circuit rose qui va être activé. Et en fait, il y a une zone après qui peut être activée en deuxième temps, c'est ici, c'est l'insula qu'on appelle comme zone. Et vous savez à quoi elle correspond, cette zone? C'est la zone des émotions. Et en face, c'est une zone qui va plutôt faire les pensées. Et je vous dis ça parce que, là, si je reviens sur la première zone, la zone rose, elle vient de la périphérie, hop, elle va allumer. Elle va aller dans un endroit du cortex qui va nous dire comment est la douleur, d'où elle vient. Elle va se projeter sur un endroit du cerveau où on sait exactement d'où elle vient, à quelle intensité elle est, combien elle dure. Donc, c'est la voie plutôt de la nociception qu'on appelle. Et puis après, ça va très vite. Et puis après, ça va aller dans d'autres zones qui vont être les zones des émotions. Donc, elle va nous rendre triste, elle va nous rendre en colère. Et puis, on sait aussi que quand on a une douleur qui arrive et qu'on a été à ce moment-là très émotif ou on n'était pas bien, on était sur plan émotionnel, ou parce que c'était un traumatisme important, etc., la douleur, elle peut plus rester. On sait que les gens qui ont eu des traumatismes importants ont des douleurs qui peuvent rester un peu plus importantes. Et puis après, il y a une autre phase, c'est donc les 3 matrices, je vous ai montré, donc la douleur nociceptive.
affective avec l'humeur. Et puis, au niveau préfrontal, c'est un endroit qui va s'occuper plutôt des pensées. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais penser de ma douleur? Comment je vais l'interpréter? Et on va l'interpréter parce qu'on est des hommes de façon très, très différente et parfois totalement erronée. Oh là là, ou là, c'est quelque chose de grave que j'ai. Ou là là, peut-être que c'est un cancer que j'ai, il faut absolument trouver, etc. Et en fait, on se fait notre histoire par rapport à ce qu'elle nous renvoie et notre histoire qu'on a également, ce qu'on a vécu. Donc, c'était important d'insister pour ça, c'est pour vous dire que la douleur n'est pas qu'une sensation. C'est vraiment une expérience et qu'il n'y a pas qu'une douleur, il y en a plein. Et sur une même sensation, il y a plein de façons de la ressentir en fonction de ce qu'on a vécu, comment on est entouré, notre société, l'environnement. Avoir une douleur en France, ce n'est pas la même chose que l'avoir en Afrique ou à Tahiti, ou etc. Et ces matrices vont interagir entre elles. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que la douleur est complexe et multidimensionnelle et qu'elle est vraiment individuelle. C'est une expérience qui est subjective, que tout le monde ressent, mais qui est vraiment très différente. Donc, en pratique, pour vous, qu'est-ce qu'il faut imaginer? C'est que si je dis que la douleur, c'est complexe, il y a plusieurs choses qui se passent dans le cerveau. C'est que d'abord, c'est une sensation, ce que j'en sens, elle brûle, elle pique, elle dure depuis là. Mais après, c'est ce que je vais penser, ce que je me dis de cette douleur. Après, ça va être l'émotion, ce que je vais ressentir, ça va me rendre triste, frustré, etc. Et après, comment je vais agir par rapport à cette douleur. Par exemple, je vous ai mis des exemples. Donc, ça me brûle, ça me fait des décharges, c'est une sensation. Mais à cause de ça, ben, je ne sors plus, ben, je suis irritable, j'ose pas bouger parce que ça j'ai l'impression que ça l'aggrave. Du coup, j'ai peur, je suis triste, je suis découragée. Et puis, on va se dire des phrases comme ça, c'est reparti, je n'y arriverai jamais, les médecins ne comprennent absolument pas, je dois avoir quelque chose de grave. Vous imaginez, quand tout ça se met en place, hein, en fonction de notre histoire, chacun a son histoire, hein, tout le monde n'a pas ça, mais tout ça, ça va interagir et ça peut que la douleur, en fait, elle soit amplifiée par tout ça. Et donc, voilà, on peut avoir un cercle vicieux de la douleur. Je me sens triste, donc je stresse, donc j'ai un peu plus mal, donc j'ai des tensions musculaires qui sont un peu plus importantes, donc les tensions musculaires font que je vais avoir plus souvent la douleur, etc., etc. Et c'est pour ça que la prise en charge de la douleur est vraiment une prise en charge globale et qu'il faut agir sur ces trois composantes-là. Les médicaments pour la sensation, mais il faut s'accompagner parfois d'un psychologue, d'un coach, ou faire de l'hypnose, ou faire de la méditation. Pensez que nos humeurs peuvent vraiment influencer les douleurs. Également, l'activité physique, la kinésithérapie et plein d'autres techniques physiques pour éviter justement d'avoir en plus le poids des autres douleurs quand on ne bouge pas. Bouger, c'est très, très, très important. Et donc, vous avez compris que c'est un système qui était complexe, qui partait de la périphérie, qui arrivait au cerveau, mais le cerveau pouvait moduler également ces douleurs. Et donc, on peut le moduler, comme je vous ai dit, de façon propre, en faisant de la méditation, de l'hypnose. C'est pour ça que ça marche en douleur. Des tests, d'électrostimulation. Donc, on peut le moduler de l'extérieur avec des appareils et par des techniques également, par exemple, ça s'appelle la stimulation magnétique, qui est une façon également de moduler le système de la douleur. Voilà, donc ça, on reviendra, bien sûr. Je pense que vous avez plein de questions sur ça et je serais ravie d'y répondre pour ce que je peux. Après, je vais revenir un petit peu sur la douleur neuropathique, qui est cette douleur, je vous rappelle, qui est liée en fait à une lésion, donc il y a une lésion, ou une maladie du système nerveux. Donc dans le CMT, c'est l'atteinte des nerfs périphériques, mais il peut y avoir plein de choses. On peut avoir des atteintes des nerfs périphériques parce qu'on a eu une chimio, parce qu'il y a une radiothérapie, parce qu'il y a le chirurgien qui a coupé le nerf, parce qu'il est coincé, hein, c'est le canal carpien, par exemple. Il y a plein de raisons. Donc il y a plein d'étiologies qui peuvent donner cette douleur neuropathique, qui sont dans la plus grande partie chroniques, donc plus de 3 mois. Les particularités de ces douleurs, c'est qu'elles sont décrites avec des sensations, des caractéristiques qui sont bien particulières et qui nous permettent, nous médecins, de dire oui, c'est une douleur neuropathique. Il ne faut pas faire d'examen pour poser la question d'une neuropathique. Il faut juste écouter les patients et voir s'ils ont des sensations étranges. Donc, dans les sensations étranges, on peut avoir un engourdissement, des fourmillements, des picotements, des démangeaisons. D'accord? C'est pas vraiment douloureux, mais c'est vraiment quelque chose de gênant, qui est genre, dans notre jargon, on appelle ça des diesthésies. Et puis après, on va avoir des douleurs, et des douleurs, elles vont être particulièrement aussi décrites. La majorité des patients peuvent dire qu'ils ont des brûlures, ça brûle. Il peut y avoir des décharges électriques ou une sensation de froid douloureux.
Donc ça, il faut savoir, il y a quelques années encore, les médecins, tous les médecins n'étaient pas bien formés, et puis on ne formait pas bien aux étudiants en médecine. Et donc, les patients, ils avaient un peu honte de nous dire, oh là là, j'ai l'impression d'avoir des trucs qui passent sur la peau, je ne comprends pas. C'était difficile pour le dire. Maintenant, on va à la recherche de ces informations parce qu'elles nous permettent justement de poser le diagnostic de douleur neuropathique. D'ailleurs, quand il y a 4 de ces choses de ces signes qui sont cotés, on dépiste en fait des douleurs neuropathiques comme ça. C'est un questionnaire qui s'appelle le DN4. Sur l'examen clinique, qu'est-ce qu'on fait pour rechercher une douleur neuropathique? Il y a 3 choses qu'on fait, 3 choses assez simples. D'abord, on va chercher que le patient sent moins bien. Quand les nerfs sont lésés ou sont abîmés, on ressent moins bien. Donc, on peut le chercher au toucher, à la piqûre ici. Et puis, il y a parfois une sensation qui est très étrange dans la douleur neuropathique, c'est que la moindre frottement est douloureux. C'est-à-dire qu'un stimulus non douloureux, un pincement, mais ça peut être le frottement d'une chemise, ça peut être juste une caresse, peut déclencher une douleur. Dans notre jargon, on l'appelle allodynie, d'accord? Mais voilà, ce sont des signes qui sont typiques des douleurs neuropathiques. Alors, parfois, les patients prennent ces mots, parfois d'autres qui sont rapprochés, mais ça veut dire la même chose. Ces douleurs, elles peuvent être spontanées, ça veut dire qu'elles peuvent arriver sans une cause apparente. C'est pas en marchant, etc. Elles peuvent arriver comme ça à n'importe quel moment. Elles peuvent être paroxystiques, c'est-à-dire elles sont très fortes d'un coup et puis elles repartent, ou elles peuvent être continues. Et donc, chaque patient peut ressentir des douleurs très différentes neuropathiques. Un patient ne ressemble pas à un autre. Vous êtes tous différents, on est tous différents dans cette sensation et dans les lésions aussi. Voilà. Après, les médecins, comment on évalue la douleur? Alors, vous avez déjà été sûrement sur le médecin traitant qui évalue la douleur. Le plus simple, c'est de 0 à 10. Donc, c'est une échelle qui dit qu'en fait, nous permet juste d'évaluer l'intensité. L'intensité de la douleur, le 10, c'est la pire douleur qu'on peut imaginer. Et donc, le patient est code comme ça. Alors, vous allez me dire, c'est très réducteur de donner que ça, parce que parfois, une toute petite douleur à 2, si on est là tous les jours, elle peut prendre beaucoup, beaucoup de place, c'est très embêtante. Et puis, la douleur, ça, comme je vous ai dit, c'est compliqué. Ça ne fait pas que l'intensité. Mais c'est important quand même d'évaluer cette intensité, parce que quand on va mettre des médicaments, ce chiffre nous permet de dire, ben, ça fonctionne ou pas. Et puis, on n'est pas obligé d'évaluer toute la douleur avec cette échelle, on peut évaluer qu'un petit bout. Dire, ben, les brûlures que vous avez, est-ce qu'elles sont de quelle intensité? Et les décharges électriques. Et il y a combien de fréquences de ces douleurs, etc. Donc ça, c'est pour évaluer un peu l'intensité. Mais, comme je vous ai dit, il n'y a pas que la sensation, il y a tout ce qu'il y a à côté, les composantes émotionnelles, comportementales. Et donc, on a plein de questionnaires. Donc là, je vous ai montré 3, mais les questionnaires sont des questionnaires qui ont été validés par des chercheurs et qu'on sait qu'à partir de certains seuils, on a beaucoup de chances d'avoir cette problématique ou pas. Donc, il y a des questionnaires qui évaluent, par exemple, l'anxiété et la dépression liées à la douleur. Il y en a qui disent la fonction, comment on marche avec cette douleur, comment on interagit avec le monde. Il y en a d'autres, par exemple, là, c'est pour le dos, justement, qui sont ciblés sur certaines zones et qui voient au niveau de la fonction si on arrive à se lever du fauteuil, si on fait des choses. Et donc, ça permet de faire une photographie. Et cette photographie est très importante parce qu'après, quand on met des traitements, qu'ils soient médicamenteux ou non médicamenteux, on arrive à savoir si c'est plus ou moins fort. Voilà. Sur les médicaments, il est important que vous sachiez. Pendant longtemps, tout le monde parlait de 3 niveaux, de paliers de 3 niveaux. C'est encore comme ça qu'on classe les médicaments. Le palier 1, c'est paracétamol et anti-inflammatoire, tout le monde connaît. Palier 2, c'est les opioïdes faibles qu'on appelle. C'est le tramadol, c'est la codéine et il y a la poudre d'opium. Voilà. Et ensuite, le palier 3, c'est les opioïdes forts. Alors ça, c'est une façon de classer les antalgiques qui datent d'un peu de temps. Parce que maintenant, on a une autre façon de classer. On va les classer en fonction des mécanismes d'action. Parce que ces médicaments, ils sont efficaces dans certains types de douleurs, mais par exemple, dans les douleurs neuropathiques, voilà, il y a des nouvelles classifications. Et on classe en fonction de comment ils agissent. Ce qui est particulier, c'est qu'on a des médicaments qui ne sont pas du tout de la classe des antalgiques, comme les antidépresseurs, les antiépileptiques, mais qui ont montré leur efficacité dans la douleur. Ils vont calmer, pour les antiépileptiques, par exemple, les nerfs. Il peut y avoir des crises ectopiques, qui s'appellent le nerf qui va un petit peu grésiller et qui donnent des douleurs. Et leurs antiépileptiques calment les nerfs et diminuent la douleur.
Les antidépresseurs, certains, pas tous, mais certains antidépresseurs calment la douleur. Donc, si votre médecin est amené à vous les donner pour la douleur neuropathique, c'est pas parce qu'il vous prend, parce que vous pensez que vous êtes dépressif, mais c'est bien pour la douleur. Après, il peut les donner pour les deux. Et donc, il faut le savoir que ça existe. Après, ce qu'on aime bien aussi, il y a une notion qui est importante, c'est d'associer plusieurs médicaments. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va agir sur différents mécanismes. Ça s'appelle l'analgésie multimodale. Le fait de mettre des médicaments qui vont agir sur des endroits différents au niveau du corps et avec des mécanismes différents va faire qu'on va être plus fort, que 1 plus 1 ne fait pas 2, mais en fait, va faire 3. Et donc, il va être un effet synergique. Donc voilà, il y en a plein qu'on peut associer. C'est ce qu'on fait en post-opératoire, par exemple, hein. Moi, je suis anesthésiste en post-opératoire. On en fait beaucoup de ces associations et c'est celle qui diminue le plus le fait que les patients aient besoin de morphine. Deuxième chose, comment on réfléchit également, il faut savoir que dans la douleur, on a des recommandations. On suit des recommandations qui ont été prouvées, nationales, internationales, par des études, par des recherches. Et par exemple, ici, c'est l'algorithme de prise en charge des douleurs neuropathiques. C'est-à-dire ce qu'on montre aux étudiants, ce qu'ils doivent savoir, c'est qu'en première ligne, on essaye cela. En deuxième ligne, on va essayer cette deuxième ligne-là, et en troisième ligne, cela. Donc, par exemple, en première ligne, on a ici les douleurs neuropathiques. Si elles sont locales, on peut faire des choses qui sont locales. Maintenant, on a beaucoup de traitements qui peuvent se poser sur la peau, les patchs de lidocaïne qui endorment la peau, l'électrostimulation transcutanée externe, les petits patchs qu'on peut poser sur la peau, des nouveaux médicaments, je vais en parler tout à l'heure. Et puis, on a aussi les médicaments, et donc, ils sont tous gradués. Donc, ils sont gradués de ceux qui sont les plus faciles à mettre en place, qui sont les mieux tolérés, aux choses les plus complexes ou les plus chères. On a mis les choses les plus chères au bout et aussi qui sont plus complexes. Par exemple, la stimulation magnétique, qui se retrouve dans quelques centres de la douleur, la stimulation nerveuse, médulaire également, voilà. Et puis, on a mis les opioïdes forts en dernière ligne parce qu'on essaie de les éviter au maximum pour éviter des risques, des effets secondaires et de dépendance ou d'addiction qui peuvent arriver, mais qui n'arrivent pas tout le temps, hein. Voilà, là un petit message pour vous dire que les nouveaux médicaments qui sont arrivés pour traiter la douleur neuropathique, c'est la toxine botulique, que beaucoup d'entre vous peuvent connaître parce que les femmes l'utilisent pour les rides, parce qu'elles sont utilisées longtemps pour la spasticité. Mais là, c'est pas du tout pour ça, c'est pour la douleur neuropathique et ça a montré que quand on l'infiltrait, vous voyez, dans la zone douloureuse et qu'on faisait tous les petits points comme ça à 1 centimètre, tous les 2 centimètres, c'était efficace parce que ça diminuait la libération de certains transmetteurs de la douleur en périphérie, donc sur la peau, et ça calmait. Et donc, on avait un bénéfice dans la douleur neuropathique périphérique et ça fonctionne environ 3 mois. Donc, on doit refaire par contre ça tous les 3 mois, mais pour certains patients, c'est très efficace. Autre chose, ce sont les patchs de Qutenza qu'on appelle la capsaïcine, le médicament. Et ça, c'est des patchs qu'on pose dans la douleur neuropathique périphérique. Donc ça, c'est assez bon, ça date de 2011, mais quand même. Et c'est très efficace dans la douleur neuropathique périphérique. Et on le pose juste dans la lésion pendant 1 heure. Et également, l'efficacité est là d'entre 2 et 6 mois en fonction des patients. Voilà, donc là, c'était les choses les plus récentes sur la douleur neuropathique. Et peut-être pour terminer cette présentation courte, mais on aura le temps de discuter, c'est de dire qu'en France, on a la chance. Il a vraiment la chance d'avoir des structures douleurs dans tout le territoire. Alors, il y a des faiblesses, on pourra revenir sur les faiblesses des structures douleurs, mais on est le seul pays européen à avoir autant de structures douleurs. Il y a 2 types. Il y a des consultations et des centres. Les centres de la douleur, on fait un peu plus de recherche et d'enseignement, mais dans les consultations et les centres, on fait les mêmes techniques pour prendre en charge les patients, d'accord? Et elles sont identifiées par l'ARS comme ça. Alors, c'est vrai que ce sont des structures qui sont petites, qui sont fragiles, qui sont dans les établissements, et vous pouvez avoir toutes les coordonnées dans le site du ministère et les retrouver. Mais on pourra reparler également de ces structures. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques temps, en quelques minutes. Et puis je vais bien sûr répondre à vos questions. Et puis après, on mettra le questionnaire aussi. Léna, elle avait des choses à vous donner. Voilà. Mais, Absolument. Un très grand merci, professeur Martinez, vraiment, merci beaucoup. Il y a beaucoup de questions, donc je propose qu'on en prenne d'ores et déjà quelques-unes. Donc, en commençant peut-être par les mains levées. Alors,
pardon, hein, je ne vous connais pas tous, mais la première main qui s'est levée, c'est monsieur ou madame Durand ou Duran. Donc, allez-y. Si vous pouvez remettre votre micro, si vous êtes encore avec nous. Non, Ah, il n'y a pas de micro, ouais. je vois pas de micro. Alors, on va tenter la deuxième main qui s'est levée, Soazic B. Si vous pouvez peut-être désactiver le micro. Bien sûr, on reviendra à la première question. Oui, bonjour. Merci déjà, merci beaucoup pour ces informations. Et alors moi, j'ai été diagnostiquée en 2018 d'une neuropathie HNPP, donc neuropathie maculaire. J'ai des douleurs principalement dans les genoux au niveau gauche. Et le professeur qui m'a diagnostiquée, il a vraiment du mal à croire que que ces douleurs viennent de la neuropathie. Et je vois que aussi à ce niveau-là, il y a aussi encore des médecins qui ont du mal à prendre ça en considération. Et du coup, j'ai aussi quelques douleurs au niveau du cou. Oh là là, il y a des peut-être si j'enlève la caméra. Oui, et coupez les micros pour ceux qui ne parlent pas, s'il vous plaît. Oui, j'espère que c'est mieux. Oui, c'est mieux. Et en parallèle, j'ai aussi un autre souci au niveau des yeux. J'ai pas de problème avec ma vision, mais j'ai des douleurs oculaires et une photophobie, donc je porte des lunettes de soleil. Je suis très sensible à la lumière. Et l'un des ophtalmos que j'ai vu, lui, il pense que c'est lié avec la neuropathie que j'ai, moi, HNPP. Or, le neurologue n'est pas du tout de cet avis, et du coup, je me demandais un peu ce que vous en pensiez. Alors, oui, je ne vais pas répondre directement à vous, mais je vais dire ce que ça m'inspire, ce que vous m'avez posé, parce que ce n'est pas possible de répondre à toutes les questions, et puis je ne sais pas tout. Mais il faut savoir que les médecins, on n'est pas toujours tout le temps d'accord, et que la douleur chronique ou la douleur maladie est des fois pas bien considérée, parce qu'on n'a pas été comme être bien élevé pour la douleur, hein. Moi, je me bats beaucoup pour qu'elle soit bien enseignée, etc. Donc, il existe des douleurs neuropathiques au niveau de l'œil, oui, ça existe, et les neuropathies au niveau de l'œil, ça existe pour plein de maladies, hein. Je ne sais pas spécialement pour le CMT ou pour des douleurs que vous m'avez dit, mais ça peut exister. Ensuite, il faut vous rapprocher d'une structure de douleur pour qu'elle pose la question, mais la douleur, du moment que vous la ressentez, elle est là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la remettre en question, d'accord? Après, l'origine, il peut y avoir des fois des origines très diverses, mais vous la ressentez, et si vous retrouvez certaines caractéristiques que j'ai données, c'est des douleurs neuropathiques. Voilà. Ok. Alors, j'avais essayé de voir, enfin, je ne vais pas prendre trop la parole, mais j'avais essayé de voir un neuro-ophtalmologue. Et en fait, il a refusé la consultation. Il a dit que ce que j'avais, ça n'avait rien à voir avec... que ce n'était pas en lien avec cette neuropathie, en tout cas. Écoutez, vous pouvez avoir plusieurs choses à la fois, donc il n'y a pas de raison que ça les refuse. Ils sont très bien à l'Hôtel-Dieu pour ça. L'Hôtel-Dieu, ok. Ouais. Ok, merci beaucoup. Madame Laurence Tournier? Si vous m'entendez, madame. Oui, je vous entends. Bonjour. Allez-y. Moi, je tente de mettre la caméra. Si ça marche pas, je l'enlèverai. Alors, merci, oui, à la fois à la CMT et au professeur Martinez pour cette présentation que je trouve vraiment super. Surtout ce que vous nous avez expliqué effectivement sur le fait que dans le cerveau, il y a plusieurs zones qui sont concernées par la douleur. Je trouve que ça permet de comprendre quand même beaucoup de choses sur notre vécu. Moi, j'ai une question très, très simple. Je vais me faire opérer très, très prochainement, très prochainement, en septembre normalement, d'une double arthrodèse, notamment à Garches, enfin à l'hôpital Raymond Poincaré. Et en fait, j'ai peur de la douleur parce que voilà, la douleur opératoire, je pense que je suis assez courageuse dans le quotidien pour gérer ma douleur, même si de temps en temps, j'en peux plus, j'en ai ras-le-bol et que ça provoque effectivement tristesse et colère, voire même de temps en temps un peu un tableau dépressif. Mais j'ai particulièrement peur des douleurs post-opératoires. Et ils m'ont assuré qu'à Raymond Poincaré, je serais très bien prise en charge par les anesthésistes.
Voilà, Bah, je je veux peux juste que vous poser rassurer. une information. D'abord parce que je suis la responsable d'anesthésie et comme je suis bien impliquée en douleur et la douleur. En fait, vous avez déjà vu l'anesthésiste? Non, 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 pas encore. Ouais. En général, globalement, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est douloureux chronique, c'est vrai que les douleurs aiguës qui peuvent arriver en plus, hein, comme tout le monde, quand on se fait opérer, etc., peuvent parfois être ressenties de façon un peu plus forte parce que ben, aussi émotionnellement, on le porte depuis des années, etc. Par contre, il y a plein de moyens, mais vraiment beaucoup, beaucoup de moyens pour calmer les douleurs aiguës, globalement. Et quand c'est la périphérie, on a un moyen qui est très, 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 très important et qui marche très bien et qu'il faut absolument que vous ayez, c'est l'analgésie loco-régionale. C'est-à-dire quoi? On endort le pied. On fait une anesthésie générale, si vous voulez, ou pas, mais en plus, on endort le pied. Et quand on endort le pied, on peut le faire pendant le temps de la chirurgie, mais on peut aussi le faire pour couvrir la période la plus douloureuse qui est de 24, 48 heures. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait partout, hein, pas seulement à Garches. Mais nous, on fait bien attention que les patients l'aient. Et si jamais, voilà, vous passez à travers la maille, vous levez la main et vous dites non, 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 on fait ça et on vous le fait parce que c'est une obligation. Et là, on couvre bien. On endort, voilà, les nerfs sciatiques qui nervent les pieds. Et on va pouvoir faire tranquillement votre chirurgie et vous aurez pas vraiment mal. Voilà. Et puis, il y a les médicaments qu'on rajoute, hein. Oui, bien sûr. Oui, oui. Oui, parce qu'effectivement, bah, merci pour cette réponse qui est effectivement rassurante. Et juste un petit témoignage pour dire que quand on a effectivement mal de façon chronique, parfois une petite douleur, en plus, on ne la supporte plus, quoi. Ah oui, mais ça, bien sûr. Alors ça, c'est vraiment su par les médecins de la douleur, et vous avez tout à fait raison de le dire. Mais il y a beaucoup de choses qui ont changé en France, hein, sur ça, hein. On appelle, il y a maintenant des éducations, des sociétés françaises, par exemple des anesthésies. Ils ont travaillé sur un livre sur la douleur chronique et on fait très attention aux patients qui ont déjà des douleurs avant. C'est des patients qui ont fait plus attention comme s'ils étaient cardiaques, vous voyez. Mais Pour la oui. douleur, on leur fait un protocole particulier. Et ça, maintenant, ça diffuse un peu partout. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Monsieur ou Madame Gouron? Oui. Alors, Monsieur ou Madame Gouron ou sinon Marie, parmi ceux qui ont levé la main. Non. Voilà, là, c'est bon? Oui. Vous pouvez y aller. Bonjour. Tout d'abord, un énorme merci. C'était très clair. Donc, je suis dans une patiente qui a des douleurs neuropathiques sensivo-motrices axonales. Et moi, je voudrais, mes premières douleurs sont apparues en 2008 et au bout d'un moment, j'avoue que je ne sais plus trop ce qui peut fonctionner à l'instant T, ce qui ne fonctionne entre guillemets pas. Comment faire un peu pour remettre à plat? J'ai l'impression qu'au bout d'un moment, j'arrive un petit peu à ne plus savoir ce qui fonctionne. De temps en temps, j'ai des perfusions à domicile. De temps en temps, de la neurostimulation, le gabapentine. Enfin, au bout d'un moment, j'avoue que quand je vois le neurologue, j'ai pas fait l'historique et je peine en fait à si ce n'est que d'agir moralement, de bouger, enfin vraiment d'avoir ce fond-là, en fait, le fond d'une hygiène de vie très sain et de mouvement, etc., de discipline. Mais après, au niveau des médicaments, je ne sais plus comment est-ce qu'on fait. Parfois, c'est pas facile et il faut refaire le point. Vous pouvez vous adresser à une structure douleur pour faire le point avec eux. Ce qu'il faut comprendre aussi, sa douleur neuropathique est très fluctuante aussi dans le temps. Dans la même année, il y a des moments de l'année où les gens ont plus de douleur que d'autres. Et en général, elle est très divers, hein. Quand il fait froid, quand il y a voilà, de l'humidité, les douleurs neuropathiques, on sait qu'elles augmentent. Elles augmentent également quand on est fatigué. Elles augmentent quand qu'on dort pas bien et quand on a des troubles de l'humeur. Voilà, c'est comme si vraiment ça fait une amplification. Parfois aussi, il faut accepter que les douleurs sont toujours là et qu'elles vont fluctuer, mais il faut essayer que les crises les plus importantes, on arrive à les diminuer. Et il y a plusieurs médicaments. Il ne faut pas hésiter des fois à revenir sur des médicaments qu'on a déjà essayés avant, parce que quand ils n'ont pas été efficaces à un moment donné, ça ne veut pas dire qu'à un autre moment de la vie, ils ne vont pas être efficaces. On peut revenir sur des médicaments, on peut les associer. Et puis, des fois, il y a des traitements qui peuvent arrêter un peu l'amplification du message, c'est-à-dire vous soulager, pas à long terme, mais vous soulager pour un moment, ce qui permet de reprendre un petit peu de souffle, vous voyez. Voilà. Et ça existe. Et puis refaire le point, c'est que tout a été déjà bien essayé et tenté, hein. Il y a peut-être des choses qui ont, voilà,
Et ça, c'est structure douleur, hein, il faut vous rapprocher d'un centre de structure. Celui d'histoire. Vous? Merci. À histoire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Si vous pouvez juste penser à baisser les mains si vous n'avez plus de questions, si nous y avons répondu, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Je propose d'écouter Florian de Strasbourg. Et puis ensuite, Manon, je reviendrai vers toi pour quelques questions par écrit. Et puis on écoutera Léna aussi. Florian, oui. Bonsoir, tout le monde m'entend. Je viens d'activer le micro. Merci pour la présentation. Donc, Florian de Strasbourg. Donc, ma question a concerné l'état des nomenclatures médicales aujourd'hui par rapport au CMT, particulièrement la HNPT, donc la tomacula dont je suis atteint. Ma question, en fait, elle fait suite au sondage qui a été envoyé il y a quelque temps sur la liste mail donc CMT France, auquel j'ai répondu. Donc là, je vois les résultats ce soir. Donc la douleur semble concerner énormément, enfin, une grande partie des personnes qui ont répondu à ce sondage. Donc il faut savoir, donc, moi j'ai été diagnostiqué en 2017 à Strasbourg, donc au service de neurologie. Après une longue recherche médicale de diagnostic. Et au moment du diagnostic, le neurologue qui m'a diagnostiqué m'a dit que les douleurs n'étaient pas associées à la HNPP, à la neuropathie tomaculaire. Ça, c'était en 2017. J'aimerais savoir si vous pouvez m'éclairer sur où est-ce qu'on en est aujourd'hui sur la connaissance du lien entre HNPP ou CMT de manière générale et douleur du côté des médecins et notamment des nomenclatures médicales qui sont souvent consultées par les médecins qui connaissent souvent assez peu en fait la neuropathie tomaculaire et qui donc se réfèrent à la littérature existante. Alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste des nomenclatures du CMT. Mais par contre, je peux vous dire vraiment, quelle que soit la raison qu'on touche un nerf qui peut être abîmé, axonal, la myéline qui ne fonctionne pas, qui peut être écrasé, qui peut être étiré, petite lésion ou grande lésion, il peut donner des douleurs neuropathiques. Pas chez tout le monde. C'est ça les choses. C'est-à-dire que même lésion, même un chirurgien, par exemple, on va au maximum. Un chirurgien où il y a un nerf, il le coupe. Il y a des gens qui vont développer des douleurs neuropathiques terribles et d'autres qui auront juste une perte de sensation et qui ne vont pas avoir de douleur. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Il y a peut-être des facteurs génétiques en plus qui font que certains patients ont des douleurs ou pas. Donc, de ce que vous me racontez, les lésions les douleurs tomaculaires, les problèmes de neuropathie tomaculaire peuvent être douloureuses. Et voilà, je ne remettrai absolument pas ça en cause. Ce n'est pas le fait qu'il y ait une nomenclature qui dit cette lésion doit absolument pas être douloureuse. Ce n'est pas vrai, ça n'existe pas, ça. D'accord? Ou ce n'est pas encore bien étudié, pas bien fait. Voilà ce que je peux vous répondre. Merci Léna, je pense va aussi en parler dans sa présentation. Manon, peut-être revenir vers toi pour quelques questions écrites. Et j'en profite pour signaler qu'il y a beaucoup d'échanges et de ressources également qui sont signalées dans le chat. Oui, effectivement, on a aussi beaucoup de réactions dans le chat. Alors, je vais prendre la première question qui a été posée de Mégane, qui demande pourquoi faire un questionnaire sur, par exemple, l'anxiété et la dépression. Quel est le rapport avec la maladie? Alors bon, vous avez bien compris qu'en fait, tout ça, au moins sur la douleur, tout est lié. Et vous avez compris qu'il y a différentes composantes et quelqu'un qui est anxieux ou déprimé va pas du tout écouter la douleur de la même façon. On va l'amplifier quand on est fatigué, quand on est anxieux, quand on est déprimé, on va la prendre de façon plus importante. C'est comme moi je dis tout le temps une image, on jette une allumette et si c'est de la paille, eh ben, ça prend tout de suite. Et ben, en fait, si on est déprimé, ça prend beaucoup plus de place. Et donc, c'est important de la reconnaître parce qu'on sait que c'est fréquent quand on est douloureux d'avoir des dépressions, d'accord? Parce que à force de vivre des obstacles, c'est fréquent. Et donc, il faut la prendre en charge. Ça peut être par un accompagnement psychologique, ça peut être par des médicaments ou juste par la reconnaître et en faire parler les gens et puis qui voient le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Et donc, ça fait partie de l'évaluation large de la douleur. Une deuxième question, Manon? Oui, on en a une autre à propos du CBD sous toutes ses formes, huile, tisane. Est-ce bon ou pas pour nous aider dans les douleurs? Aïe, alors là, on touche un sujet qui est épineux, qui est controversé. Si on se met sur le plan totalement scientifique, malheureusement, on n'a pas des bons résultats pour le CBD. Dans la recherche,
costaud, celle qui est scientifique, qui fait des essais contrôlés randomisés, qui compare le CBD à un placebo. On voit plein de patients ensemble. Globalement, si on réunit toutes les études qui vont s'intéresser à ça, on a un patient sur 13 qui peut être un peu aidé. Un patient sur 13, c'est peu. C'est moins que les médicaments qu'on donne, d'accord? Qui peut être aidé. Alors après, c'est pas un patient tout seul, il me dit oui, mais si c'est moi qui suis aidé, vous allez me dire ben, tant mieux, quoi. Mais actuellement, on ne peut pas le prescrire. Il y a eu une expérimentation qui a été faite en France sur la douleur neuropathique et elle a donné des résultats qui étaient mitigés. Et donc, on n'a pas pour l'instant ni le remboursement, etc. Donc, en ville, par contre, on peut acheter du CBD et, qui n'est pas associé à sa partie qui est addictive qui s'appelle le THC. Et donc, il y a des huiles, il y a plein de plantes qu'on peut utiliser. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y avait peut-être des effets d'amélioration du sommeil, de la relaxation et des contractions musculaires. Et ça, ces petits moyens-là, finalement, ça peut aider. Voilà. Donc, je pense que si vous l'avez essayé, que ça vous fait du bien, mais continuez, c'est pas mauvais. Voilà. Mais c'est du CBD seul et c'est pas CBD plus THC. Le CBD plus THC, pour l'instant, en France, on ne peut pas se le prouver sur le plan médical. Tu as une autre question, Manon? Oui, il y en a plein. Alors, je vais peut-être prendre celle-ci avant de poursuivre un petit peu dans nos échanges. Nous avons un témoignage de Noël qui avait essentiellement des brûlures aux pieds la nuit, qui l'ont empêché de dormir pendant plusieurs années avant d'être diagnostiqué CMT. On lui a prescrit par la suite de la gabapentine à 100 mg qui a été inefficace et aujourd'hui, elle est sous Laroxyl 40 mg. Elle demande si ce médicament pris à long terme est mauvais ou non pour la santé. Alors, le Laroxyl, c'est un antidépresseur qui est en première ligne dans la douleur neuropathique. Les doses qui sont données dans la douleur neuropathique sont souvent beaucoup plus faibles de celles qu'on donnait pour la dépression et qu'on donnait il y a longtemps et qui faisaient peur parce que les mamans prenaient beaucoup de poivre, je ne sais pas ce qu'il va. Et en fait, ce n'est pas du tout les mêmes doses. On les utilise beaucoup à des doses toutes faibles, 40 mg, ça reste faible. Et pour la douleur neuropathique, donc c'est un médicament de première ligne et c'est un bon médicament qui améliore beaucoup le sommeil. Est-ce que c'est mauvais à long terme? Non, c'est pas mauvais à long terme, c'est moins mauvais que beaucoup d'autres médicaments. Ils sont bien tolérés et en général, quand on l'a bien toléré au début, on peut poursuivre s'il est efficace. Ce qui est peut-être aussi un message important à vous donner, c'est qu'il faut remettre en question les médicaments. Hein, à un moment donné, quand on l'utilise pendant plusieurs mois, est-ce qu'il est encore efficace ou pas? Et vous avez le droit d'essayer de diminuer, voir si la douleur apparaît ou pas. Arrêter, de faire des parenthèses, revenir sur d'autres médicaments. Ça, c'est quelque chose qu'il faut le faire avec votre médecin. Mais c'est une possibilité qu'on peut avoir. Merci beaucoup. Léna, on peut peut-être passer à la présentation des résultats de l'enquête et bien sûr, on reprendra ensuite vos questions. Très bien. Si ça te convient, Léna. On ne t'entend pas. Oui, pardon, je disais avec grand plaisir. Je suis en train d'essayer de commencer à partager. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Oui? Ah, formidable. Alors, je me fie à vos retours parce que moi, j'ai mon écran chez moi. Donc, c'est une enquête que nous avons diffusée via l'association CMT France et relayée sur les réseaux sociaux courant octobre. C'est une enquête qui a été créée, un questionnaire qui a été constitué dans le cadre de la création d'un livret sur la douleur dans les CMT avec les conseils très précieux du professeur Martinez. Et nous avons la chance d'avoir une communauté formidable parce que au début novembre, nous sommes arrêtés à 570 réponses pour une vingtaine de questions sur la douleur. Donc, c'est vraiment une masse d'informations très considérable pour ce sujet qui nous concerne, enfin qui concerne beaucoup de monde, à voir le nombre de personnes qui sont présentes ce soir. Donc, ce sont des résultats préliminaires parce qu'il y a énormément de données à traiter, mais ça donne déjà un aperçu de la douleur dans les CMT grâce à vos très nombreuses réponses. Alors, est-ce que vous voyez bien en entier? Donc, on posait à tous les participants la question de savoir quel était votre type de CMT. C'est assez représentatif de l'ensemble des CMT tels qu'on le connaît, c'est-à-dire CMT 1, 2, ensuite X, mais on a aussi beaucoup de CMT de type inconnu qui sont présentes. 82%
des participants, donc 470 personnes, ont répondu avoir des douleurs et 100 personnes ont répondu ne pas avoir de douleurs. C'est cet échantillon de 100 personnes qui répondaient ne pas avoir de douleur. Ça nous a permis de dresser une petite statistique. Donc, le gros camembert représente les personnes qui ont répondu expérimenter des douleurs. Et le petit camembert, les personnes qui disaient ne pas présenter de douleur. Donc, on voit toujours la CMT1, hein, la CMT la plus fréquente, qui est très représentée. Ensuite, la CMT2. Et effectivement, je sais qu'il y a beaucoup de participants comme moi-même qui sont atteints de HNPP, neuropathie tomaculaire, et on voit qu'elle est en 4e position dans les répondants. Donc, ce symptôme de douleur est assez présent, visiblement, puisque de très nombreuses personnes ont répondu sur ce sujet. Mais malheureusement, on voit que l'ensemble des CMT sont concernés par cette thématique. Alors, pour l'âge des répondants, on a des personnes surtout au-delà de 40 ans qui ont répondu. Mais ce qui est intéressant, c'est que les âges au moment du diagnostic, bon, maintenant, grâce aux tests génétiques, on a la chance d'avoir des diagnostics un peu plus tôt. Donc, on a des personnes qui ont eu un diagnostic assez tôt. Et puis, l'âge d'apparition des douleurs, donc c'est subjectif, c'est ce que les personnes nous ont dit, donc sans doute avec du recul aussi sur le moment où elles se souvenaient avoir ressenti leur première douleur. On voit que dès l'enfance, en fait, la douleur est un symptôme qui semble être assez présent, avec un pic autour de la quarantaine. Alors, voilà, c'est une photographie des douleurs rapportées par les personnes avec une CMT. Ça pourrait être intéressant à explorer par la suite. Pourquoi ces fluctuations dans l'âge? Voilà, je ne suis pas médecin, donc ce serait un sujet à explorer et puis finir d'affiner toutes ces données. On a demandé quelle était la fréquence des douleurs. Et là, à une très, très grande majorité, hein, plus des 2/3, les participants répondent avoir des douleurs tous les jours. Donc là, on parle quand même, pour les 470 personnes qui ont répondu, de douleurs chroniques et qui forcément, alors excusez-moi, je change de et qui forcément donc, ont un impact au quotidien, puisque 85% des personnes qui présentent des douleurs déclarent que ça les gêne au quotidien. Dans quel domaine précisément? Alors, comme l'avait soulevé le docteur Martinez, c'est le pied qui est souvent atteint. Donc, la capacité à marcher, c'est vraiment l'impact principal chez les CMT de cette douleur. Ça gêne la possibilité, la capacité à marcher, mais ça affecte également les loisirs, l'humeur, le sommeil, donc la qualité de vie, mais aussi cette dimension de l'humeur et du moral et de la façon de vivre la douleur dont on a parlé. Et puis, la vie amicale et sociale, professionnelle, familiale, elle est impactée également. Et certains participants évoquent aussi que le goût de vivre est affecté. Donc, on voit que ça a un poids au niveau du moral, de l'humeur, une grosse répercussion. Les types de douleurs dans les CMT, elles sont de différents types. En grande majorité, pour presque la totalité, pour 92%, ils rapportent des douleurs musculaires, donc les crampes que tout le monde presque connaît malheureusement, courbatures, spasmes, contractures, mais aussi des douleurs musculo-squelettiques, donc qui sont plus particulières, comme des lombalgies, des cervicalgies aussi. Et les douleurs neuropathiques, à 80%, sont aussi très présentes. Et enfin, d'autres types de douleurs sont rapportés par 28% des participants. L'échelle de la douleur ressentie en moyenne, donc sur une échelle de 0, pas du tout, à 10 douleurs extrêmes, on a une moyenne de 6, pardon. C'est très important. Et l'impact de la douleur sur le quotidien, on a un indice de 5,39. Pour donner un repère, 5, c'était je peux faire les activités de ma vie quotidienne, mais au prix d'adaptation. Donc, on voit un très fort impact de la douleur chez les personnes douloureuses avec une CMT qui ont répondu. La localisation de la douleur la plus intense, le pied, hein, les pieds CMT, c'est quelque chose d'assez connu, les mollets. On a aussi les mains et les bras qui sont rapportés puisque c'est une neuropathie périphérique, donc les membres, et puis le dos également, donc ça peut être dû à des défauts de posture sans doute avec le pied. Mais voilà, donc des zones assez connues, mais particulièrement les membres.
Et donc, on avait posé cette question, voilà, pensez-vous que votre état psychologique joue sur la perception de vos douleurs? 56% ont répondu oui. Donc, voilà, on sent bien que quand on a plus mal, on est un petit peu moins joyeux. C'est quelque chose d'assez logique, mais c'est cette dimension qu'a évoquée de façon très intéressante le professeur Martinez dans sa présentation. Ensuite, des solutions pour gérer la douleur, 59% ont répondu oui. Et là, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a d'assez bons réflexes, c'est-à-dire que avant la prise de médicaments qui est en deuxième position, on voit la kiné pour presque un quart des personnes, et ensuite les étirements et l'exercice physique. Donc voilà, le mouvement est une médecine, ça semble être quelque chose qui a été entendu. On a également d'autres traitements non médicamenteux, le TENS, l'acupuncture, la méditation, la sophrologie, et puis pour certains, des groupes de parole ou un suivi psychologique. Voilà, ensuite les traitements pour la douleur. Alors là, il y a eu énormément de réponses, on n'a pas pu tout affiner, mais voilà, les 2 tiers des participants ont un traitement pour la douleur avec une efficacité relativement modérée. Comme le disait le professeur Martinez, il y a plusieurs dimensions effectivement à la douleur, pas uniquement médicamenteuse. Et alors, l'intitulé de cette question était « Avez-vous un suivi en centre antidouleur ?» Donc, en fait, il y a les centres antidouleurs, mais aussi les consultations spécialisées dans la douleur. Et seulement 12% des répondants ont ce suivi par des spécialistes de la douleur. Donc, j'ai remis dans le chat la carte interactive de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur qui répertorie tous ces centres, parce qu'effectivement, si vous expérimentez de la douleur, c'est vraiment des structures et des spécialistes desquels vous avez intérêt à vous rapprocher. Et voilà, très rapidement, vous avez questionné sur vos besoins et on voit qu'il y a besoin d'informations sur cette thématique de la douleur et sur sa prise en charge médicale, les approches non médicamenteuses. Donc, on espère qu'avec ce webinaire, vous avez eu déjà une bonne approche et des bonnes pistes. Et puis, donc, on a ce travail en cours pour se livrer sur les douleurs dans les CMT. On espère que ça vous permettra d'avoir des pistes et des outils. Et puis, parmi les réponses et les besoins aussi, on voit qu'il y a le besoin de groupes de parole, d'échanger, autogérer, savoir comment gérer sa douleur, les alternatives. Donc voilà, autant qu'au niveau de l'information que des échanges entre patients, CMT France va essayer de vous apporter ces solutions, peut-être aussi avec des outils en ligne. Et puis on a, comme pour la thématique de la douleur en général, la question de la reconnaissance de cette douleur et puis de l'écoute des professionnels de santé. Et puis CMT France travaille aussi à faire reconnaître auprès des professionnels de santé, des institutions, cette problématique. Enfin, c'est un gros travail, un gros chantier dans lequel nous sommes très, très nombreux. Voilà pour ce premier compte rendu. Un immense merci, Léna, parce que c'était voilà, très riche et tu as tout dit en quelques minutes. En tout cas, et je relais effectivement les remerciements. C'est effectivement important que vous soyez aussi nombreux à répondre donc, à ce questionnaire. Donc, une petite précision, hein, il y a beaucoup de mains levées, beaucoup de questions. Si je ne suis pas sûre que nous réussissions à répondre à tous et toutes, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, parce que là, vous pouvez être assuré qu'une réponse vous sera apportée, et donc ce sera dans les pages donc, de notre magazine. Donc, voilà. Mais je vais peut-être proposer tout de suite à Kat de Vigan de poser sa question. Si c'est toujours d'actualité, si elle m'entend. Kat de Vigan. Est-ce que vous m'entendez? Oui, allez-y. J'avais une question un petit peu spécifique. Donc, j'ai une CMT depuis 8-9 ans et j'ai ce symptôme dont vous avez parlé, sensation de pied froid douloureux, qui est quand même assez spécifique et pour moi assez fort et me gêne particulièrement en hiver, vous en avez parlé. Et je voulais savoir si
D'une part, est-ce qu'il y a d'autres causes que neuropathiques? Est-ce qu'il y a du circulatoire sous-jacent, éventuellement? Et puis, deuxièmement, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme traitement un peu spécifique? D'accord. Je vais juste te dire, je suis vraiment, avant de répondre à votre question, félicitations pour l'enquête, hein. Vous vous rendez compte qu'en fait, c'est rare d'avoir des données comme ça, c'est-à-dire quand même en recherche, quand on regarde les publications, il y a très peu de qu'on appelle des cohortes ou qui évaluent la douleur. Et donc, en fait, c'est précieux ce que vous faites parce que c'est comme ça qu'on fait remonter des messages. Et voilà, donc je tenais à vous féliciter que cette enquête, ben, il va falloir en faire quelque chose, de la publier, voilà. Mais vraiment, c'est important de faire des photographies maladie par maladie de ce que vous avez, c'est précieux ce que vous avez fait. Alors, sur les douleurs de froid douloureux, oui, c'est un symptôme de douleur neuropathique. S'il est seulement isolé, s'il n'y a pas d'autres signes, ben, il faut peut-être voir si c'est vraiment de la neuropathie ou pas. En général, quand c'est de la neuropathie, il y a d'autres signes que le froid douloureux. Il peut y avoir des engourdissements, vous voyez, tout ce que j'ai dit sur le... CMT confirmé en centre spécialisé. D'accord. Donc, ça peut être tout à fait une douleur neuropathique. Oui, ça peut être circulatoire, mais il n'y a aucune raison qu'il n'y a pas de lien avec la CMT dans ce cas-là. Donc, vous pouvez aussi avoir autre chose. Il faut peut-être faire juste une échographie, voir si les vaisseaux passent bien, etc. Si ça se colore bien, par exemple. Donc, si c'est juste une sensation sans modification du pied, que tout va, c'est une douleur neuropathique. Et dans les traitements, dans l'algorithme que j'ai montré, vous avez vu qu'il y avait des traitements qui étaient plutôt locaux, de la toxine botulique, le Qutenza en sont. Et si c'est une douleur neuropathique avérée, ça peut être tenté, voilà, dans toutes les douleurs neuropathiques périphériques, hein. Donc les deux traitements assez récents et pas récents, je ne sais pas si vous les connaissez bien, mais ils doivent être tentés quand on a des douleurs qui sont vraiment validantes au niveau des pieds. Vous parlez de traitements généraux, enfin, Non, non, pas généraux, locaux. La toxine botulique, les patchs de Qutenza, par exemple. Ah oui, d'accord. Ouais. Merci beaucoup. Il semblait que des petits moyens comme le réchauffement, c'est-à-dire que effectivement, dès que j'ai possibilité de réchauffer physiquement, enfin, petits moyens, les pieds par des patchs chauffants ou des trucs comme ça soulage nettement la douleur. Alors, c'est vraiment très personnel, ça peut être très individuel et très différent, mais si vous avez remarqué ça, bien sûr, il y en a que c'est le contraire, donc voilà. C'est des brûlures, il faut du froid. D'accord, je vous remercie infiniment. Sylvie, à vous. Bonjour, merci déjà pour votre intervention. Moi, j'ai été diagnostiquée très récemment pour une hypersensibilité à la pression. Et du coup, je suis traitée par du Laroxyl où on me donne 3 gouttes tous les soirs. Et je voulais savoir si ça faisait bien partie de ce que vous nous avez expliqué pour les médicaments, c'est-à-dire un antidépresseur efficace pour les problèmes de neurologie. On me donne également du Codoliprane. Donc, je voulais savoir aussi, d'après les 3 classes que vous avez évoquées, ça fait partie de quelle classe? La 2e ou la 3e classe? Alors, pour le Laroxyl 1, oui, ça fait partie des antidépresseurs qui sont prescrits dans la douleur neuropathique. Les doses que vous avez, elles sont minuscules, donc vous avez un peu de marge pour pouvoir les augmenter. Deuxième, la Codoliprane, donc c'est de la codéine plus de Doliprane. Donc le Doliprane c'est niveau 1 et la codéine c'est niveau 2. Donc en général, donc c'est du 1 et du 2. Voilà, c'est 2 médicaments associés. Par contre, la codéine, elle n'est pas efficace dans la douleur neuropathique, ou peu efficace, ça peut être montré. Donc peut-être il y a aussi d'autres douleurs que vous avez. Je peux pas, là, je dis, je vais pas faire de consultation. Donc on peut tout à fait, voilà. Donc en général, on donne pour des douleurs nociceptives, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Voilà. Par contre, la codéine, comme tous les opioïdes, qu'ils soient faibles ou forts, si on l'utilise tous les jours au long de cours, on peut devenir dépendant, ça veut dire qu'on a du mal à l'arrêter. On peut devenir tolérant, il en faut plus de doses pour avoir la même efficacité. Et ça peut entraîner des effets secondaires. Donc, c'est bien de le prendre par période, faire des pauses, ou plutôt ponctuellement. Mais tous les jours, ces médicaments, il faut se poser des questions. En fait, en général. Je le prends ponctuellement, le Codoliprane. Après, j'avais une question. Est-ce que ce type de maladie peut toucher les nerfs crâniens? Parce qu'en fait, mon gros problème et mes grosses douleurs
viennent justement au niveau de la tête, en fait, du côté gauche de la tête, donc dans l'oreille, dans le visage, carrément même des fois dans la mâchoire. Et c'est surtout ça qui me crée des douleurs parce que malgré, dans un premier temps, on a pensé que j'avais une CMT parce que j'ai une très grosse déformation des pieds, mais j'ai pas de douleur dans les pieds malgré cette déformation que j'ai de naissance. Alors évidemment, ça me gêne à la marche, hein, bien sûr, mais c'est engourdi, mais c'est des choses que j'arrive à gérer. Mais par contre, la partie douleur dans la tête, c'est vraiment terrible et c'est par moments extrêmement compliqué à gérer en matière de douleur. Je ne peux pas vous répondre exactement à cette question, ça peut toucher tous les nerfs, mais en majorité, c'est plutôt les nerfs des membres, d'accord, périphériques, distaux. Donc après, il y a des variations dans la médecine terribles, d'accord? Donc, bon, là, il faudrait vous rapprocher plutôt de votre médecin. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Manon, je te passe peut-être la parole à nouveau. Je vois que les réactions sont très, très nombreuses, les questions aussi. Oui, tout à fait. Je remonte un petit peu le fil parce qu'on a beaucoup de questions, on a beaucoup de témoignages aussi, de partage d'expériences. Alors, je vais reprendre le fil des questions qui ont été posées tout à l'heure, qui étaient plutôt sur la gestion de la douleur. On demande si vous connaissez la quinine, qui est plutôt prescrite pour les crampes, et qu'est-ce que vous en pensez? C'est un médicament assez banal qu'on utilise beaucoup pour les crampes. Je pense rien de particulier sur ce médicament. Je n'ai pas d'avis particulier. La question suivante se porte plutôt sur les bandes de Versatis. Est-ce qu'elles sont conseillées et efficaces? Alors, les bandes de Versatis, c'est un traitement encore qui fait partie de l'algorithme de prise en charge des douleurs neuropathiques. Elles sont en première intention. Donc oui, elles sont à utiliser. Alors, l'efficacité globale de ces douleurs, des médicaments de la douleur neuropathique, il faut savoir qu'ils sont autour de ce qu'on appelle des NNT, on les classe comme ça, c'est le nombre de patients qu'il est nécessaire pour avoir un patient qui va être soulagé de plus de 50%. Et le Versatis, c'est autour de 6. Voilà. D'accord? Donc, comme dit efficace, modestement, quand ça marche bien, mais pas toucher tout le monde. Donc, il faut le tester, ça c'est bien. Il faut savoir qu'on peut avoir des difficultés des fois à être remboursé avec le Versatis parce que il est remboursé que dans certaines douleurs neuropathiques, donc le zona spécialement, et pas dans toutes les autres. Donc, des fois, quand c'est le médecin traitant qui met, on peut avoir certaines difficultés actuellement. Merci beaucoup. Manon, une autre question? Oui, on a une autre question et c'est vrai que c'est un dispositif que je vois beaucoup circuler dans les échanges entre les patients qui concerne le TENS. Le TENS quotidiennement ou alors seulement lors de douleurs? Alors, le TENS, c'est l'électrostimulation transcutanée externe. C'est un petit appareil avec des petits patchs qu'on pose. Il y a deux grandes façons de l'utiliser. Il est dans l'algorithme des douleurs neuropathiques, donc c'est un bon traitement. Il vaut mieux le mettre dans les nerfs en amont. On n'est pas obligé de le mettre là où on a mal. Un petit peu le mettre au-dessus. Donc ça, il faut voir avec le kiné. Et il fonctionne bien quand on le met souvent. C'est comme une dose, c'est dose dépendant. Donc on dit qu'il faut le mettre 20 minutes par jour. C'est le minimum, tous les jours et régulièrement. Avant et pendant, ça peut un effet. Et ça peut un effet, quand on l'enlève, il y a un effet qui remanent, voilà, qui reste. Donc, voilà ce que je pourrais répondre sur le TENS. Et c'est vrai que c'est un traitement qui n'a pas d'effet secondaire. Et quand ça marche, c'est très chouette. Une dernière question, Manon, peut-être, et on repart. Oui, on a un partage d'expérience d'une maman ou d'un papa qui a un enfant de 5 ans qui demande souvent à ce qu'on lui gratte le dos. Et d'après ce qu'elle a vu sur les diaporamas, ça pourrait provenir de douleurs neuropathiques, démangeaisons, brûlures. Et est-ce qu'il existe quelque chose pour soulager ce petit garçon de 5 ans? Alors, les enfants de 5 ans, d'abord, il y a des centres de la douleur pour les enfants. Si on imagine que l'enfant est atteint d'une pathologie, parce qu'il peut avoir d'autres choses, je ne sais pas si ça a été posé ou pas, on peut mettre les patchs de Versatis qui sont très très bien tolérés. Il y a des petites crèmes qu'on peut poser aussi avec de la lidocaïne qui peut endormir. Il y a le TENS aussi qu'on peut utiliser. Mais le plus simple, c'est peut-être les patchs de Versatis chez cet enfant. Bonjour. Bonjour. Il a la CMT 4F, notre fils de 5 ans. Alors oui, il faut peut-être vous rapprocher d'un centre de la douleur donc Necker, par exemple. Il y a Necker et puis qu'il y a d'autres sur Paris. Je ne sais pas, vous êtes peut-être de loin. Vous venez de loin? Dans les Alpes de Haute-Provence, vers Marseille.
D'accord. Eh ben, Marseille, vous avez trouvé hein, des structures de douleur. Vous vous rapprochez donc de la Société française d'études de la douleur. Vous trouvez tous les centres. Et oui, il y a des moyens. Donc, il y a des petites crèmes aussi, hein, avec justement du Laroxyl maintenant qu'on peut poser et que mettre des crèmes dessus. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Pierre Garabos, est-ce que vous avez une question? Si vous Bonjour, m'entendez. Oui. pas vraiment une question, plus un témoignage. Tout d'abord, merci infiniment pour la qualité de la présentation. C'est effectivement très intéressant. Moi, j'ai une CMT 1A diagnostiquée à l'âge de 17 ans. J'en ai 42 aujourd'hui. Et effectivement, si on prend l'exemple de la sensation de pieds et mains froids, mais surtout les pieds froids, l'hiver qui est extrêmement pénible et assez répandu, hein, auprès des personnes qui ont la même pathologie, la simple arrivée prochaine de l'hiver est déjà angoissante par rapport à ça et vraiment donne des... je déteste l'hiver pour cette raison-là. Et au fil des années, au fil des décennies, la seule chose que j'ai trouvée pour tenter de lutter contre ce problème, c'est une activité physique régulière, quotidienne en fait, pas forcément extrêmement intense, mais des fois juste marcher, ça fait circuler le sang pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, et ben au moins pendant plusieurs heures, je n'ai plus cette sensation de froid. Et vous disiez que tout est lié au psychologique, évidemment, avoir une douleur donne plutôt envie de ne rien faire et a plutôt tendance à nous entraîner vers un état plutôt dépressif. Mais à l'inverse, il faut avoir à l'esprit que être dans un état d'esprit plus positif et aussi les bienfaits généraux que peuvent apporter une activité physique sur la santé et sur le psychique, à l'inverse, vont avoir des effets positifs et réduire, je pense, cet effet de douleur. Moi, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Merci. Et une fois, j'ai essayé des traitements médicamenteux qui ont eu des effets négatifs, mais à l'inverse, c'est un témoignage. Je vous invite à essayer l'activité physique dans la mesure de vos capacités. Merci Pierre pour ce témoignage. C'est important ça. L'activité, on dit adapter maintenant, mais on peut l'adapter chacun d'entre nous faire. Maintenant, c'est un vrai médicament, en effet. Pour ce que vous avez dit. Alors, monsieur ou madame Kriskoviak? Non? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui. Je découvre et je vous découvre aussi, c'est très appréciable, merci. On se sent moins seul. J'ai, pour une grande partie, réponse à mes questions. J'ai une CMT2 et j'ai bien sûr l'effet botte en froid qui est très, très inconfortable. Donc, bon, je voulais savoir s'il y avait... Parce que je suis novice un peu dans la recherche et j'ai découvert par moi-même CMT France et le neurologue, ça fait 10 ans qu'on cherchait. Ça a été établi en 2020 que j'ai un problème neurologique, et enfin, que c'est une CMT2. Mais voilà, de mon côté, j'essaye de trouver et j'ai rendez-vous à Rothschild là, au mois de décembre. Donc, je pense que c'est un centre antidouleur référencé. Donc là, enfin, je vais pouvoir commencer à avoir des gens en face de moi qui comme vous, là, ce soir, vont aller dans le bon sens dans la démarche. Donc voilà, je ne vais pas trop monopoliser. Je voulais vous remercier. En tous les cas, c'est très sympa et c'est appréciable de ne pas se sentir seul. Merci. Merci. Alors, monsieur ou madame Duran, je ne sais pas si vous êtes là ou pas. Alors, on va passer à Laurence Tournier. Non. Alors, je continue avec Mégane. Bonsoir. 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 Déjà, merci beaucoup à tout le monde pour votre présentation et plus principalement au professeur Martinez. J'ai une question. Je suis atteinte d'une HNPP. Je constate que mes enfants ont plusieurs signes évocateurs également, mais moi, les médecins ici, ils refusent de tester parce qu'ils ont pour but de dire qu'ils sont trop jeunes. Voilà. Et moi, je me demande s'il existait des mesures préventives ou des habitudes à adopter pour limiter les risques de constitution nerveuse pour leurs symptômes chez eux, quoi. Alors, j'ai très mal entendu, moi. Quelqu'un peut me répéter? J'avais une mauvaise connexion.
Je Alors, me permets de retranscrire. Je me fais porte-parole des HNPP, neuropathie tomaculaire. En fait, cette dame est concernée. Ses enfants sont jeunes et elle voit des symptômes qui l'alertent, mais on lui refuse de les faire tester. Elle demande s'il y a des mesures préventives pour éviter la compression des nerfs. Donc là, c'est vraiment plus spécifiquement lié aux mécaniques des neuropathies tomaculaires. Et effectivement, c'est la prévention. Mais voilà, je peux proposer à cette dame de me contacter en particulier ou sur un groupe Facebook neuropathie tomaculaire, mais je ne sais pas si on peut aller au-delà pour ce soir. merci beaucoup, Léna. Michael Théier, qu'on retrouve avec plaisir, qui est le responsable des délégués de CMT France. Bonsoir à tous. Je t'écoute, Michael. Bon, merci déjà Valéria, parce que très intéressant, bien évidemment. Je voulais répondre en fait à Sylvie, la dame de tout à l'heure, en fait, qui parlait de l'atteinte des nerfs crâniens. Pour ma part, je trouve que c'est important d'en parler parce que moi, je suis voilà, ma CMT en fait, donc je suis atteint d'une CMT X1. Du coup, chez moi, ça atteint effectivement les nerfs crâniens, me créant en fait un dysfonctionnement entre la communication entre le cerveau et le système vestibulaire, ce qui me crée des crises de vertige en fait. J'ai eu longtemps en fait des difficultés à arriver à faire reconnaître en fait ce problème. J'ai dû aller consulter à Paris au CEFON. J'ai rencontré le professeur Michel Toupet, le spécialiste dans les vertiges, du coup, qui a étudié mon cas, voilà, qui a repris mon cas à zéro et qui a refait tous les examens pour chercher en fait une cause de type vestibulaire. Donc, il m'a bien affirmé qu'il n'y avait pas de maladie de type vestibulaire quand on parle d'hydrops, par exemple, ou alors de maladie de Ménière, mais qu'il y avait bien en fait une atteinte en fait liée justement à ces nerfs crâniens. Alors quand on parle effectivement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth, on peut réellement dire que ça touche les nerfs périphériques, hein. Ça c'est bien, voilà, c'est comme ça qu'on reconnaît la maladie. Mais il faut pas, voilà, il faut pas non plus dire que ça ne peut pas toucher une partie du système nerveux central aussi. Pas complètement, mais on peut avoir des petites atteintes centrales, aussi bien sur le cognitif que là, effectivement, sur les nerfs crâniens. Donc voilà, c'était juste une parenthèse vraiment pour dire que ne pas dire que ça ne vienne pas de la maladie, parce qu'il y a des cas qui sont reconnus à ce jour, pouvant créer justement des atteintes au niveau des nerfs crâniens. Voilà, ça ne touche pas, ça touche le système nerveux périphérique, mais ça peut aussi déranger les nerfs crâniens. Voilà, c'est tout ce que je pouvais. C'est important, bien sûr. C'était important d'en parler, parce que voilà, on part du principe que ça permet aussi de rassurer les personnes, de se dire bon ben d'où ça peut venir. Il faut savoir que ça existe. Maintenant, voilà, chaque cas étant différent, bien évidemment. Et les nerfs crâniens, en fait, à la sortie de la tête, ça devient des nerfs périphériques. Hein. Oui, tout à fait. Et c'est ce que Michel Toupet m'avait dit, parce qu'il s'était mis un petit peu en colère. Il m'avait dit vous demanderez à votre neurologue comment fonctionne l'équilibre chez une personne. Et parce que effectivement, il y a le système vestibulaire qui joue voilà, sur notre équilibre. Hein. On a la sensibilité plantaire, on a les yeux, on a le système vestibulaire. Donc il était un peu en colère. Il m'a dit vous lui expliquerez en fait si on arrête les nerfs périphériques au niveau du tronc, ou si ça touche aussi les nerfs crâniens, vous lui poserez la question. Voilà, bon, ça, il était un petit peu en colère ce jour-là. Mais bon, ça a permis, voilà, de déceler, voilà, cette problématique dans les CMT. Voilà, merci pour votre écoute. Et merci à toi. Merci, Mickaël. Alors, il nous reste moins de 5 minutes, hein, le temps file très vite. Maintenant, peut-être quelques petites questions, même si on ne pourra pas répondre à tout le monde. Oui, on a une question plutôt d'ordre mécanique. On demande si on peut différencier excusez-moi, il est tard, je suis fatiguée, un engourdissement de la main dû à la CMT d'un syndrome du canal carpien. Alors, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. Le syndrome du canal carpien, il touche le nerf médian, donc un nerf.
donc pas tous les nerfs, et c'est une région de la main qui va être plutôt du pouce jusqu'ici, jusqu'au troisième doigt. Donc ça, quand c'est un canal carpien, c'est la douleur, elle est plutôt à ce niveau-là, et c'est un grossissement est plutôt là. Alors que si c'est un CMT, il va toucher plusieurs nerfs, et ça veut dire que c'est non systématisé, c'est-à-dire plusieurs endroits, peut-être voilà. Donc déjà, ça peut être une orientation. Et après, il y a des examens qui peuvent permettre, qui montrer qu'il y a un canal carpien. Une autre question, Manon? Oui, peut-être une dernière avant que l'on conclue. Et ne vous en faites pas, de toute façon, on pourra toujours traiter les questions ultérieurement. On demande si l'ochimus qui diminue la fréquence et l'intensité des crampes est-il dangereux pour la rétine? Ah là, j'en sais rien. Je suis désolée. La rétine, il faut regarder. Non, il n'y a pas de raison. Non, mais voilà, je ne peux pas répondre là. Alors, je prends la toute dernière main levée, Monsieur Jean-Luc Bertrand. Une question rapide, s'il vous plaît, parce qu'on arrive vraiment au terme du webinaire. Mais merci à vous. Si vous m'entendez, Monsieur Bertrand. La main, non? Bon. Eh ben non. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas en tout cas, Monsieur Bertrand et d'autres, à poser vos questions dans le chat. Il nous reste 2 minutes, puisque nous y répondrons effectivement dans CMT Mag. Et puis, nous organiserons également d'autres webinaires, donc puisqu'on voit que ça a beaucoup de succès. Et encore un immense merci à vous, professeur Martinez. C'est vraiment avec très plaisir. précieux de vous avoir à nos côtés. Voilà. Ah, ça y est, Et vous un m'entendez? courage, voilà. Ah, Monsieur Bertrand, vous êtes là, c'est ça? Oui, c'était. Excusez-moi, je n'arrive pas à trouver le micro. Merci pour l'intervention que tous ont eue. Et j'ai remarqué beaucoup de commentaires concernant les pieds froids, et j'en ai mis moi également. Là-dessus, on répond qu'il faut faire du sport. C'est vrai, de la marche, c'est bien. Là, on arrive de faire 50 km de vélo électrique, quand même, je vous rassure. Une douche chaude en arrivant, et là je suis installé donc depuis 1h30 devant le poste, et il fait 21, presque 22 degrés dans la maison, et j'ai les pieds glacés. Et pourtant j'ai fait du sport, mais ça fait pas tout, quoi. Quand on a froid, on a froid. Hein. Donc j'ai mis également sur le poste que depuis j'ai acheté des chaussettes chauffantes, et ça c'est vraiment un palliatif. J'aurais pas froid aux pieds si j'avais pris mes chaussettes chauffantes pour les faire du vélo aujourd'hui. Voilà. Je les ai pas pris encore parce qu'il faisait quand même relativement beau aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien par contre. Moi, j'ai appris quelque chose quand même ce soir, parce que le froid douloureux est décrit dans les symptômes de la douleur neuropathique, mais ce n'est pas le symptôme le plus fréquent quand on parle de douleur neuropathique globale. Et donc, ça, c'est assez spécifique de cette maladie, hein, le pied froid, la douleur froide, la douleur neuropathique. Ça ne fait pas mal, mais c'est très désagréable. Mais en l'écoutant, c'est drôle parce qu'on arrive à ressortir des caractéristiques plus particulières de douleur neuropathique dans certaines maladies. Donc, je vous remercie, vous voyez. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben voilà, c'était la toute dernière question, mais encore une fois, hein, on répondra à toutes vos interrogations voilà, dans les jours, les semaines qui viendront. Bien sûr, vous continuez à suivre notre actualité parce qu'on vous proposera d'autres webinaires, donc sur des sujets vraiment qui vous concernent au quotidien. Je réitère vraiment tous mes remerciements, professeur Martinez, et je me fais cette fois-ci le porte-parole de tous ceux qui ont assisté à notre réunion. Je vois beaucoup de messages de remerciements là, qui défilent actuellement dans le chat. Donc, merci encore, et puis on se dit à bientôt. Et merci, bien sûr, à toute l'équipe de CMT France, puisque c'était un événement qui a été organisé et pensé et vraiment mis en œuvre collectivement. Et merci particulièrement à Léna et à Manon qui ont beaucoup travaillé pour sa réussite. Merci à toutes les trois, hein, Léna et Manon, pour l'organisation, la modération. Merci, à très bientôt.